Bonsoir tout le monde, je souhaite que vous soyez tous heureux et en très bonne santé. Je suis Asma Amdouni, actrice, comédienne amatrice et docteur en médecine générale dans le secteur privé à Pushto. Donc j'ai tout le plaisir et j'ai toujours eu le plaisir de souhaiter la bienvenue à tous les francophones, tous les francisés et à tous les abonnés internationaux. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir être utile pour des gens qui ne me connaissent pas, qui sont très loin de moi, pour des enfants, pour des adolescents surtout, pour des femmes vulnérables, fragiles. Donc je pense que c'est très beau d'être tolérant, c'est très beau de dire bonjour, d'accueillir la bonté, d'accueillir la gentillesse, d'accueillir euh, le plaisir de partager. Donc le plaisir de partager, moi je pense que c'est un cadeau du ciel. Toute personne qui adore, qui aime partager tout ce qu'il y a de beau, d'utile, je pense que vraiment vous avez une âme pure et purifiée. Donc le sujet d'aujourd'hui, ce ne sera pas la dernière fois qu'on traite ce sujet, c'est c'est impossible de devenir médecin sans passer par la faculté de médecine. Alors, pour les gens arabes qui me connaissent déjà, donc je pense que vous vous êtes habitués à des lives de ma part qui sont très populaires, qui sont un peu bizarres, avec beaucoup de comédie, beaucoup de blagues. Alors, tout ça, c'était dans un cadre de recherche et d'études pour essayer de comprendre par quoi passe le patient avant de venir chez nous. Je parle des patients vulnérables, à savoir les enfants, les adolescents qui assistent à des lives qui sont vraiment très nocifs pour leur santé, pour leur évolution, pour leur croissance, pour leur concentration, pour leur intelligence et surtout pour leur bonheur. Parce que je pense, ça c'est mon avis, je pense que le bonheur est un devoir. Je pense qu'on est tous responsables de notre bonheur et on doit faire les mains et les pieds pour jouir de chaque moment de notre vie. Ok, il faut toujours garder toujours ça dans l'esprit. Il faut toujours arracher les bons moments. D'accord? C'est comme si on fait une collecte. C'est comme si on vous a donné un grand panier et il y a des billes ou des boules et on vous demande de collecter le maximum possible de boules ou de billes. Donc vous devez absolument apprendre à collecter, à amasser, à chercher tous ces moments de plaisir et tous ces bons moments. Voilà pourquoi l'objectif principal de chaque personne, en principe, doit être le bonheur. Alors, ces patients qui sont très vulnérables, donc les enfants, les femmes, les adolescents, les femmes divorcées, les hommes divorcés, parce qu'après le divorce, qui est considéré comme un échec, et l'échec, comme on le connaît tous, c'est une étape principale pour la vraie réussite. Pour arriver à la vraie réussite, il faut échouer. Donc toute personne, en principe, qui n'a jamais vécu l'expérience de l'échec est une personne qui ne connaît pas le véritable sens et goût de la vraie réussite. Donc ces personnes et ces patients qui souffrent à cause des réseaux sociaux, je donne l'exemple de plusieurs hommes divorcés qui ont fait des connaissances très nocives et très toxiques, qui ont eu des relations toxiques avec des femmes, avec des faux comptes, c'est-à-dire des hommes qui se font aller pour des femmes sur Internet. Et après, on fait des appels vidéo avec eux. Et après, on fait quelque chose d'intime. Et après, on enregistre une vidéo et on commence à faire chanter le patient. Donc le chantage de ce type de personnes déjà vulnérables, ça les expose à des risques qui sont vraiment affreux, comme les tentatives de suicide. Vous avez compris, j'imagine. Donc, tout ça, c'est sérieux, c'est dangereux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument essayer d'établir et de créer une certaine immunité digitale, c'est-à-dire comment peut-on protéger les gens des réseaux sociaux. Donc, moi, j'ai eu tout le plaisir à chercher pendant presque 5 ans sur Internet et je vais partager généreusement avec vous ce que j'ai découvert. Alors aujourd'hui, on va parler d'un grand problème dont vraiment la majorité souffre, ok? C'est cette volonté de devenir des médecins. Non seulement ça, mais ça fait peur de voir des gens
qui apprennent et qui cherchent, qui creusent, et qui sont très curieux, qui veulent tout savoir, votre curiosité fatigue le médecin et fatigue les gens qui sont, je dirais, sages. Parce que ce n'est pas sage, c'est très fatigant de vouloir tout comprendre par rapport à la médecine. Déjà, quand vous voulez comprendre tout par rapport à quelque chose, cela veut dire que vous avez vos raisons. Alors, ce qu'on voit, nous, dans notre pratique quotidienne, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aimer le live, juste pour qu'il soit de bonne qualité et audible. Alors, dans la vraie vie, bien loin des réseaux sociaux et bien loin de ces lives, nous les médecins, on fait face au quotidien à des gens qui veulent devenir des médecins à tout prix. Par exemple, je me rappelle très bien, on a vu un cas d'appendicite et il y a un savant, dans chaque famille il y a un savant. Un savant, c'est quelqu'un qui connaît tout. C'est monsieur, c'est tout. Donc ce savant, il dit à la famille, alors non, la famille dit au chirurgien qui doit sauver le patient en urgence, il lui dit qu'on ne peut pas prendre la décision d'opérer notre petit sans prendre l'avis d'un senior, un membre de la famille qui est monsieur Seto ou madame Seto. Alors quand on demande à cette personne qui n'est pas médecin, qui n'est pas chirurgien, qui n'est pas réanimatrice, qui n'est rien du tout, elle ose critiquer ou évaluer ou juger la décision urgente de ce chirurgien qui veut opérer. Alors ça, c'est un grand problème. Pourquoi? Parce que retarder la prise en charge ou retarder le diagnostic est un crime. C'est-à-dire que la société comprend des criminels. Et malheureusement, ces gens, ils sont très attachés. Ils adhèrent très bien à leurs propos et à leurs croyances. Et ils ont une fausse confiance en soi qui est un peu bizarre. Alors, l'ignorance donne de la confiance en soi. Le savoir, il nous pousse toujours à chercher plus. Par exemple, quand on révise par exemple un chapitre ou une maladie, ou quand on lit un article très très nouveau, alors très récent, pardon, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, automatiquement, on comprend qu'on est des sacrés ignorants. Ça nous a été dit par un professeur de traumatologie que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Il nous a enseigné une partie de l'anatomie humaine. L'appareil locomoteur, c'est-à-dire les muscles, les articulations, les os. Et ce grand monsieur, est professeur de traumatologie, il nous a dit, à chaque fois que vous allez lire une page en médecine, vous allez devenir très modeste. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre finalement que vous ne savez rien. Et il a parfaitement raison, parce que moi, par exemple, quand je lis quelque chose, mais vraiment, je sens que je suis ignorante. Et je continue à le sentir, mais ça ne nous dérange pas, nous les médecins, parce que on est bien d'accord sur un point. Tous les médecins partout dans le monde se considèrent comme étant des étudiants éternels. C'est-à-dire que durant toute notre vie, on sera des étudiants éternels. D'accord? Alors, et il nous a précisé un point très important. Il nous a dit, plus vous apprenez des choses en médecine, plus vous allez devenir modeste. Alors ça, c'est important. La modestie, elle est toujours proportionnelle à quoi? Au savoir. Donc, plus j'ai des informations dans ma tête, plus je connais, plus j'ai découvert des choses, plus je découvre des choses, plus je deviens modeste. Pourquoi? Parce que je commence à comprendre que je suis ignorante. Donc, la fausse confiance en soi que les citoyens, entre parenthèses non médecins, ressentent, et cette fausse confiance
Je suis vraiment désolée pour ce que je vais dire, mais ça nécessite une consultation de psychiatrie. Alors je m'explique. Ce qui est affreux dans la vraie vie, avant de passer à ce que j'ai découvert dans les réseaux sociaux, mais ce que j'ai découvert dans la vraie vie, dans notre pratique, que ce soit ma pratique dans mon cabinet, que ce soit ma pratique quand j'étais supervisée à l'hôpital, pour ce qui, même lorsque j'étais médecin interne dans les centres de santé, alors j'ai découvert que le citoyen marocain est très nocif pour la santé de sa famille. Je reprends encore une fois le même exemple que j'ai traité. La maman qui souffre, la maman qui m'a posé une question en direct, comme quoi il y a sa petite fille qui souffre, sa fille qui souffre d'un urticaire chronique. Elle a demandé un remède, je lui ai dit qu'il faut faire une consultation de pédiatrie, c'est-à-dire que sa fille doit être examinée par un médecin pédiatre. Alors la dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a un autre monsieur qui a répliqué, comme quoi lui aussi, elle en a souffert et il a pu sortir de cette souffrance en appliquant quelque chose. Alors la maman l'a tagué en direct, c'est-à-dire dans le même live. Moi, je lui ai demandé de partir consulter un médecin pédiatre. Et elle a osé demander à ce monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous me répondre en privé et me donner la recette magique que vous avez utilisée pour que je l'applique sur ma fille. Ça, c'est un crime. Je n'ai pas une autre description. Professionnellement parlant, ça, c'est un crime. Alors, cette maman, elle est dangereuse. Donc, toute personne qui veut devenir médecin sans passer par la faculté de médecine est forcément un criminel. Un autre crime qui a été commis, toujours dans la vraie vie. Toujours le même exemple que j'ai déjà traité. Alors, merci. Alors, je me rappelle très bien, il y avait une petite fille et il y avait un nourrisson de 6 mois ayant des cicatrices abdominales, c'est-à-dire au niveau de son ventre, il y avait des cicatrices de points de feu. On lui a brûlé l'abdomen ou la peau de son ventre chez un charlatan pour traiter des coliques. Alors ça, c'est un crime. Donc, vouloir devenir médecin sans passer par la faculté de médecine, mettre des diagnostics, traiter, utiliser des remèdes ou essayer des remèdes, ça, c'est un crime. Voilà. Je n'ai pas une autre explication, je n'ai pas une autre description. Il faut appeler un chat un chat. Maintenant, on va passer à la vie virtuelle. Ce qui m'a dégoûté de tout mon cœur, et je le partage avec vous, franchement, ce qui m'a dégoûté sur les réseaux sociaux, c'est la fausse confiance en soi. Des gens qui osent parler de la médecine, qui osent parler des maladies, qui osent mettre des diagnostics, qui osent donner des conseils médicaux sans pour autant être des médecins. Je suis vraiment désolée, mais c'est vraiment honteux de voir des citoyens qui osent mettre des diagnostics dans les commentaires. Et avec tous mes respects, cette fausse confiance en soi que vous avez nécessite absolument un diagnostic psychiatrique. C'est-à-dire que moi, en tant que médecin généraliste, je n'ai pas les compétences et la capacité de diagnostiquer votre fausse confiance en soi. Donc, vous avez absolument besoin de voir, de consulter, de voir, partir visiter un médecin psychiatre. Pourquoi? Parce que vous avez... Alors, oublions le fait que vous mettez des diagnostics et vous recommandez des remèdes et des recettes et des médicaments. Non. On va se concentrer sur la fausse confiance en soi. Alors, la fausse confiance en soi que vous ressentez, que vous vivez en tant que citoyen non médecin, lorsque vous mettez un diagnostic, lorsque par exemple vous dites à quelqu'un, tu as mal à l'estomac, donc tu as une
élevé, une lithiase vésiculaire. D'accord? Alors maintenant, on va prendre ça comme exemple. Comment peut-on admettre qu'un citoyen non médecin en direct dans un commentaire ose diagnostiquer, coller un diagnostic de LV ou de lithiase vésiculaire chez un autre citoyen qui a posé une question dans un commentaire? On va se concentrer uniquement sur le diagnostic, c'est-à-dire la fausse confiance en soi perçue ou ressentie chez le citoyen et la pose de diagnostic ou la mise de diagnostic. Le premier patient a posé une question en direct. La doctoresse qui est moi a dit « Je ne peux pas répondre, il faut voir un médecin, consulter votre médecin ». Donc ça, c'est une réponse qui est juste, qui est professionnelle. Je sais qu'il y a longtemps, ça donne l'impression, ça donne... je pense qu'il y a un commentaire qui a été camouflé par TikTok. Je vais le montrer. Une seconde, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire. Ok, je vais les lire quand même. D'accord. Ah, et une insulte. Très bien. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que quand un citoyen pose une question en direct, docteur, je souffre par exemple de telle ou telle douleur ou de telle ou telle peine. Alors ma réponse, je dirais standard, c'est que je dis, il faut consulter votre médecin traitant. Alors ça, c'est une réponse qui est très juste, qui est professionnelle, qui est merveilleuse. La meilleure réponse qu'un médecin peut donner en direct, c'est de demander au patient de consulter son médecin traitant. La meilleure chose qu'un médecin peut faire. D'accord? Alors automatiquement, lorsque je réponds comme ça, ainsi, vous avez l'impression, ou je vous donne l'impression que je suis nulle, que je suis une personne qui est incapable de répondre, que je ne suis pas compétente et que une simple question vraiment m'a piégée. Vous croyez que je ne sais rien en médecine. Vous croyez que je veux qu'il fasse absolument la consultation chez moi ou chez un confrère pour qu'il paye. Alors tout ça, c'est très normal de penser à tout ça dans notre société parce que je connais très bien les contextes. Alors un autre patient qui se donne l'autorisation et la permission de répondre à ce patient qui a dit, ou à ce citoyen qui a exprimé sa peine. Pour pouvoir répondre à un malade qui pose une question en direct, il faut avoir de l'audace, du courage, de la confiance en soi. Alors là, on va essayer de comprendre la différence entre ces trois choses. Il y a l'audace, il y a le courage, et il y a la confiance en soi. Si vous voulez que je vous explique, que je m'arrête un peu pour vous expliquer la différence entre ces trois choses, pouvez-vous répondre par « j'aime » s'il vous plaît. Alors, répondre ou mettre un diagnostic sans être médecin. Vous avez dans votre cœur, dans votre tête, l'impression que vous avez de l'audace, du courage et de la confiance en soi. De l'autre côté, il y a moi qui ne réponds pas et qui vous demande de partir voir un médecin. Donc, automatiquement, je parais comme si je ne suis pas confiante. Savez-vous que le summum de la confiance en soi, c'est le silence?
le summum, le top de la confiance en soi, c'est le silence. C'est-à-dire que il faut absolument revoir ses cartes et comprendre que la confiance en soi est une aventure, c'est du vécu, c'est un voyage. On continue à voyager, on continue à découvrir, on continue à prendre la route. C'est un voyage, la confiance en soi. D'accord? Ça grandit. Et quand on arrive à un stade assez avancé de la confiance en soi, eh ben, on garde le silence, on ne répond pas. Donc si vous croyez que parler signifie toujours la confiance en soi, détrompez-vous s'il vous plaît. Oui, dans certains cas, oui, mais pas toujours. Deuxièmement, il y a un point très important, c'est le courage. Vous avez le courage de faire quelque chose. Alors quand cette chose n'est pas vraie, n'est pas juste, n'est pas bonne, n'est pas normale, n'est pas basée sur une fondation, si vous voulez, scientifique et précise, cela ne s'appelle pas du courage. Non, du tout. Ça s'appelle de l'audace. Maintenant, on va parler de l'audace. L'audace, c'est oser. Je peux très bien avoir l'audace de demander de souhaiter la bienvenue à quelqu'un, comme je peux très bien avoir l'audace de me déshabiller ou de danser nu. Donc, les gens qui dansent nus ou moitié nus sur TikTok, ils ont de l'audace. Les gens qui insultent les gens vulnérables, ils ont de l'audace. Les gens qui frappent les gens, ils ont de l'audace. Donc l'audace n'est pas synonyme de courage. Est-ce que vous avez compris maintenant qu'il ne suffit pas de parler, il ne suffit pas de parler, mais il faut apprendre à se taire, apprendre à garder le silence. D'accord? On ne doit pas dire tout ce qu'on sait, mais on doit savoir tout ce qu'on dit. Je prononce un mot, je sais très bien de quoi je parle et est-ce que j'ai le droit de le dire. Je reprends. On revient encore une fois à la vie virtuelle, au live, à ces gens qui parlent, qui mettent des diagnostics. On va donner un exemple très simple. Une personne, par exemple, une personne qui a une pâleur, qui a une fatigue. Imaginons par exemple qu'un abonné, un citoyen, qui se connecte et qui laisse un commentaire. Par exemple, le patient ou l'abonné, il dit que il a une pâleur, il a une tachycardie. Tachycardie, c'est-à-dire augmentation de la fréquence cardiaque, c'est-à-dire un cœur qui bat très 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 rapidement. Donc il a la pâleur, il a la tachycardie, il a par exemple des épisodes de vertige de temps à autre. Et voilà. Alors, malheureusement, il y a des citoyens qui sont pour moi anormaux. Pourquoi anormaux? Parce qu'ils font le travail d'un médecin sans être médecin. Parce qu'ils ont de l'audace, ils osent diagnostiquer et dire à cette personne dans les commentaires qu'il a des signes d'anémie et qu'il a besoin d'un complément alimentaire à base de fer. D'accord? Imaginons que le patient ou que l'abonné a appliqué à la lettre ce qui lui a été proposé comme remède. Si le patient s'améliore, c'est un danger. Parce que s'améliorer, c'est vraiment avoir la certitude que ce qui s'est passé est vrai, est bon. Et c'est l'encourager à donner le même conseil à une autre personne. Alors ces gens-là, ils ne savent pas que ce sont des criminels. Pourquoi? Un patient qui a une pâleur, qui a une tachycardie, qui a des vertiges,
il peut très bien avoir une hémorragie non extériorisée, une hémorragie interne. Donc, l'abonné qui répond dans les commentaires et qui met un diagnostic est un criminel. Moi, quand je dis que je ne vais pas répondre et il faut consulter un médecin, je suis un sauveur. Donc, premièrement, le patient peut avoir une hémorragie non extériorisée. Et il peut très bien mourir ou tomber dans les pommes. Il peut très bien avoir ce qu'on appelle un choc hypovolimique. C'est comme si, par exemple, quelqu'un a eu un accident de la voie publique et il a vraiment saigné à un certain point où il a perdu une bonne quantité de sang et hop, il est vraiment tombé dans le coma et il est parti. Il est parti à l'autre monde. Donc, le citoyen qui met le diagnostic, c'est un citoyen pour moi qui est malade. Il a une maladie qui doit être diagnostiquée chez le médecin psychiatre. Une maladie en rapport avec la confiance en soi. Une maladie en rapport avec le besoin de la validation, le besoin des applaudissements, le besoin de l'approbation. C'est le citoyen qui met le diagnostic d'anémie chez quelqu'un qui a une symptomatologie anémique est un criminel. Je vais vous donner des éventuels diagnostics différentiels, c'est-à-dire pour le même patient, je vais vous donner des diagnostics catastrophiques. Imaginons, en restant toujours dans le même diagnostic, dans le même exemple. On a le patient, on a l'abonné qui vient, qui assiste à un live. On est en train de rire, de sourire, de se relaxer, de se relâcher, de plaisanter, de passer de bons moments, d'augmenter la sérotonine, d'augmenter l'endorphine, d'augmenter la dopamine. On est en train d'augmenter des neurotransmetteurs de plaisir, de joie, de tout ce que vous voulez. Quand on rit dans un live, on est en train de réduire la sécrétion de substances de stress, à savoir l'adrénaline et le cortisol. Donc on est en train de guérir. Un live de comédie, c'est un live de guérison. D'accord? Avec le jeu de mots, avec les provocations, avec tout ce que vous voulez. C'est une guérison. D'accord? Ce sont des soins. D'accord? Donc nous, on est en train de rire et le patient qui vient, et l'abonné qui vient pour poser la question, docteur, j'ai une pâleur, tachycardie, vertige et asthénie et fatigue. Alors quand vous, cher abonné, cher citoyen, non médecin, lorsque vous dites à cette personne, vous êtes anémique, j'avais les mêmes signes, une fois que vous dites à un Marocain, j'avais les mêmes signes et j'ai essayé ça et ça a marché, ça, c'est une technique de manipulation, de neuromarketing qu'on fait dans les publicités qui passent soit à la télé, soit à la radio, soit dans les panneaux publicitaires. Quand je dis à quelqu'un, j'ai essayé ça et ça a marché, ça c'est de la manipulation. Ça c'est de l'influence. Je l'influence. Donc la personne va adhérer à ce que vous dites, va croire à ce que vous dites, va appliquer à la lettre, va vous faire confiance. D'accord? Ça fidélise la personne lorsque vous lui dites j'ai essayé ça et ça a marché. Imaginons que cette personne qui est pâle, la même soirée, il a été admis au déchocage pour choc hypovolémique. On a fait l'échographie ou le scanner et on a objectivé par exemple un hématome, une hémorragie non extériorisée. Alors vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette personne? Donc vous avez vraiment causé et poussé la personne à la souffrance, au coma, en laissant un seul commentaire. Donc là, vous êtes des criminels. Toute personne qui met un diagnostic comme ça est un criminel. Je le redis encore une fois jusqu'à ce qu'on puisse comprendre finalement que si vous n'avez pas examiné quelqu'un, si vous n'êtes pas un médecin, il ne faut pas ouvrir sa bouche. Point à la ligne. Une autre cause, une autre éventuelle cause ou étiologie ou pathologie qui peut
expliquer cette pâleur et vertige et tout ce que vous voulez. Alors, des fois, on a un patient qui a ce qu'on appelle une hémolyse. Alors, l'hémolyse, c'est quoi? C'est que, imaginez que les globules rouges de ce patient sont écrasés, sont dégradés, sont vraiment, je dirais, mixés, d'accord? Ils sont détruits. Toutes les érythrocytes sont détruites, d'accord? Et on a de la pâleur et on peut très bien avoir de l'ictère. Mais le patient, il ne fait pas la différence entre un ictère et une pâleur. Tu m'expliques. Pour vous montrer combien c'est important de garder le silence. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire la différence, distinguer entre une pâleur et un ictère. Une pâleur, c'est-à-dire il n'y a plus de rougeur dans votre peau. Un ictère, c'est-à-dire il y a quelque chose de jaune, voire verdâtre. C'est-à-dire la personne, elle peut très bien avoir une peau verte. Il a ce qu'on appelle des fois un ictère cutanéo conjonctival. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cutanéo, c'est-à-dire au niveau de la peau, cutanée, et puis des conjonctives, par exemple, quand j'examine la conjonctive, par exemple, les yeux, hein, la conjonctive de mon patient, je vois que l'ictère règne partout dans son corps. Alors, vous, chers abonnés ou chers citoyens non médecins, lorsque quelqu'un vous dit qu'il a une pâleur, comment pouvez-vous être sûr que c'est une pâleur et ce n'est pas un ictère? Et dans l'ictère, il y a des stades. C'est-à-dire que l'ictère, il peut très bien ne pas être très franc. Donc, même un médecin, il ne peut pas juger. Mais vous, chers citoyens, vous avez l'audace vraiment d'oser mettre un diagnostic. Pour moi, vous devez voir un médecin psychiatre, c'est obligatoire. Juste pour savoir pourquoi vous voulez devenir médecin. C'est comme si, par exemple, vous vous réveillez le matin. Je vais vous dire une chose très importante. Je vais vous donner une métaphore pour que vous puissiez comprendre pourquoi je vous dis que vous êtes des criminels lorsque vous mettez des diagnostics et vous recommandez des traitements alors que vous n'êtes pas des médecins, et pourquoi je vous dis que vous devez voir un médecin psychiatre. Eh ben, imaginons, vous maintenant, par exemple, lorsque vous donnez des traitements ou vous recommandez des traitements, vous faites le travail, vous imitez un médecin, vous faites le travail d'un médecin, ok? Est-ce que vous pouvez faire le travail d'un juge? Non, c'est pas possible. Est-ce que vous pouvez faire le travail d'un commissaire? C'est pas possible. Est-ce que vous pouvez faire le travail d'un procureur général? Non, c'est pas possible. Est-ce que vous pouvez faire le travail d'un pilote? Non, c'est pas possible. Est-ce que vous pouvez faire le travail d'un lieutenant ou d'un gendarme? Non, c'est pas possible. Pourquoi vous faites le travail d'un médecin? Parce que la loi n'est pas encore stricte avec vous, elle ne peut pas vous contrôler, parce que ça se passe au sein d'une famille. D'accord? Parce que ça se passe en cachette. Donc, vous êtes des criminels cachés, camouflés, invisibles. Vous tuez les gens au quotidien. Et ce sont les médecins qui connaissent ce type de crime. Je vais vous donner un autre crime. Un jour, j'ai examiné une femme, une patiente, une vieille dame. Cette vieille dame, elle était admise pour céphalée, douleur au niveau de la tête, avec un pic hypertensif. Donc, je l'ai examinée et j'ai demandé un bilan. Je l'ai orientée en urgence à l'hôpital pour qu'elle puisse bénéficier d'une prise en charge symptomatique rapide, à savoir des inhibiteurs calciques, très très graduellement, très très doucement, et une surveillance dans le service de soins intensifs, d'accord? Comme la réanimation, mais c'est pas un service de réanimation, c'est des soins intensifs. Donc c'était
grave, urgent, sérieux. Alors, effectivement, la patiente a été mobilisée à l'aide de sa famille à l'hôpital avec la lettre d'orientation. On a pris soin d'elle et tout. Et après, on m'a ramené le bilan. Le bilan montrait une anomalie lipidique, c'est-à-dire un problème de cholestérol et d'autres paramètres. Donc moi, je lui ai prescrit le traitement de l'hypertension artérielle et le traitement de l'anomalie lipidique. La patiente a été revue par le cardiologue. Le cardiologue a laissé le même traitement prescrit de ma part. Alors, vous devez savoir une chose. Quand j'ai examiné la dame et quand j'ai prescrit le traitement, il y avait sa fille qui est Madame Setou. Alors, Madame Setou, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a posé une question. Elle m'a dit, docteur, il ne faut pas que ma mère prenne le traitement antihypertenseur et les statines, c'est-à-dire le traitement de l'anomalie lipidique. Je lui dis, pourquoi madame? Elle m'a dit, elle ne peut pas prendre ce médicament parce que ça va causer une dépendance. Je lui ai expliqué que ça n'a rien à voir avec le système de récompense, que ça ne cause pas de la dépendance. C'est un traitement qui va sauver votre maman et elle doit suivre exactement les recommandations de la cardiologue et ce que j'ai prescrit, ce que j'ai recommandé comme mesure hygiéno-diététique. Donc cette madame Setou, elle a l'audace dont je vous ai parlé. C'est-à-dire, elle a cette audace de parler de quelque chose qu'elle ignore. Vous savez que l'ignorant, quand il connaît juste 5% de l'information, il l'applique comme s'il connaît 200%. L'ignorant, il ne connaît pas la relativité. Genre, on ne traite pas une maladie, on traite un malade. L'ignorant, il ne connaît pas toute l'histoire, parce qu'il ne connaît pas toute la médecine. L'ignorant, il est très sûr de ce qu'il a appris parce qu'il est excité. Vous savez que quand on fait quelque chose pour la première fois, on est excité. Par exemple, quand on conduit un vélo pour la première fois, on a l'impression qu'on possède le monde entier, qu'on domine le monde entier. Quand on est enfant, bien sûr. Après, quand on conduit pour la première fois, on a un sentiment merveilleux. On est excité. D'accord? Alors, l'ignorant, quand il apprend une toute petite information dans un domaine, il est excité. Je vais vous donner un exemple de moi-même, d'accord? Moi, j'ai pas appris tout ce qui est juridique, tout ce qui est loi, tout ce qui est... Par exemple, quand quelqu'un me dit juste un vocabulaire, je suis un avocat sur TikTok, c'est un avocat français, chaque jeudi. Si vous voulez, je peux chercher et partager son compte. Un avocat français, chaque jeudi, il fait un live pour expliquer aux gens. Donc moi, quand j'apprends un nouveau terme ou de nouveaux vocabulaire avec lui, je suis excitée. Pourquoi? Parce que j'ai appris quelque chose pour la première fois. Même ici au Maroc, quand je parle avec un ami à moi qui travaille soit gendarme, bon, surtout les gendarmes. Alors quand il me dit un terme qui est nouveau pour moi, ça me fait un plaisir et je me sens un peu excitée. Excitée, ça veut dire quoi? C'est comme en anglais, excited. C'est-à-dire que je ne suis plus calme parce que j'ai comme l'impression que j'ai découvert quelque chose pour la première fois. Je ne sais pas si j'ai bien passé le message. Bon, l'essentiel, c'est que l'ignorant en médecine, quand il apprend une seule information, il est également excité et il veut l'appliquer. Vous voyez? Donc, je reviens à l'exemple de cette dame. Madame Setou, la fille de la dame qui avait un pic hypertensif avec une anomalie lipidique. Donc, je lui ai bien expliqué que le traitement doit obligatoirement être pris pour éviter les complications de l'hypertension artérielle. Mais Madame Setou, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a ordonné l'arrêt du traitement pour sa maman qui était hypertensive à 200 mm de mercure, pression systolique, c'est-à-dire 20 de tension,
à la marocaine, et elle a osé demander et ordonner l'arrêt du traitement. Imaginez. Imaginez l'audace de l'ignorant. Imaginez le poids de l'ignorance, le prix de l'ignorance. Et après, j'ai accueilli la même patiente, mais cette fois-ci, elle n'avait pas de céphalée, elle n'avait pas de douleur au niveau de la tête, mais elle avait une hémiplégie. C'est-à-dire, elle ne pouvait pas bouger la moitié de son corps. Pourquoi? Parce qu'il y a un vaisseau dans sa boîte crânienne, dans son cerveau, il y avait un vaisseau qui a été bouché, qui a été fermé. Alors, cette madame sait tout, elle est venue avec sa mère, et j'ai posé la question, est-ce que la patiente prenait son traitement? Elle a osé me dire, mon Dieu, mais je me suis rappelée de cette dame, et vraiment j'ai eu peur de cette dame, j'ai eu peur de ses réactions. C'est un assassin. Elle le connaît, elle le sait pas, mais vraiment, ce sont des assassins, ce type de personnes. Encore une fois, avec cette audace, voilà pourquoi je vous dis que oser faire le travail d'un médecin, ça vraiment impose une consultation de psychiatrie. Parce que je n'ai jamais vu une audace aussi flagrante que celle-ci. Elle a osé me dire, sa mère est venue pour hémiplégie à cause d'un arrêt de traitement antihypertenseur et statine. Elle a osé me dire, docteur, c'est moi qui a décidé. C'est moi qui a demandé à ma mère d'arrêter de prendre le traitement. Parce que je ne veux pas qu'elle devienne accro à ce traitement. Donc l'ignorant, il apprend 5% de l'information, c'est-à-dire elle apprend 5%, par exemple, la dépendance à, je sais pas moi, au benzo, au neuroleptique, à quelque chose d'autre, et elle l'applique sur un antihypertenseur qui n'a pas le même mécanisme de fonctionnement. Vous voyez? Je lui dis, madame, je vous ai bien expliqué l'autre fois que votre maman ne va pas tomber dépendante ou accro à cette substance. Et c'est l'arrêt du traitement qui a causé cette obstruction, cette ischémie, c'est-à-dire une partie de son cerveau qui n'a pas pu recevoir une bonne quantité d'oxygène et de nourriture, il n'a pas été irrigué. Du coup, il y a la moitié du corps de votre maman qui ne bouge plus, parce qu'il ne reçoit plus cet ordre cérébral. Parce que c'est le cerveau qui envoie des ordres à tous les muscles, tous les membres pour qu'ils puissent bouger. Et cette audace, je la comprends pas. Et je peux pas la comprendre. Parce que ça demande une consultation de psychiatrie. Imaginons maintenant. Imaginons si jamais cette patiente a déjà vu un psychiatre. Elle allait traiter le manque de confiance qu'elle a. Elle allait traiter le sentiment d'infériorité qu'elle a, peut-être, parce qu'il y a des citoyens qui ont un sentiment d'infériorité face au médecin. Du coup, ils essayent d'apprendre toutes les informations. Ils apprennent tout, jour et nuit. Ils ne ratent pas les lives médicaux. Ils font de la lecture et ils veulent à tout prix devenir des médecins, mettre des diagnostics et recommander des traitements. C'est affreux. Donc, si cette femme avait traité son souci et avait diagnostiqué chez un psychiatre ce problème ou ces problèmes dont elle souffre, dont elle a toujours souffert, automatiquement, elle va respecter les disciplines, elle va respecter les spécialités. Elle va pas vouloir devenir ou désirer devenir médecin sans passer par la faculté de médecine. Alors pourquoi arrêter le traitement d'une dame vieille qui a une hypertension artérielle à 200 mm de mercure, pression systolique, avec un taux très augmenté de cholestérol, avec de l'inflammation partout? Pourquoi l'exposer à ce risque d'AVC, d'accident vasculaire cérébral? Donc ça, c'est un crime. Un crime basé sur l'ignorance et l'audace. Donc l'audace n'est pas synonyme de courage, n'est pas synonyme de confiance en soi. N'est pas toujours synonyme de confiance en soi, n'est pas toujours synonyme de courage.
Les personnes audacieuses sont des personnes qui peuvent être très 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 dangereuses et nocives. Comme cet exemple de la dame qui a exposé sa mère à ce risque d'AVC. Alors, est-ce que ça vous amuse de voir des gens tomber malades, tomber hémiplégiques, paralysés? C'est de la paralysie. Elle a causé une paralysie à sa mère. Est-ce que ça vous fait plaisir de voir et d'apprendre ce type d'histoire? Ben, si ça vous choque, si vous êtes intéressé, répondez-moi juste par des j'aime et après, je peux même organiser des petites vidéos qui racontent ce type de désastre, ce type de tentative de meurtre. Hein. Vous tentez de tuer vos proches en appliquant des remèdes qui ne servent à rien, en imposant l'arrêt de traitement. Et les mamans, ce que vous faites avec vos enfants en appliquant tout ce que vous voyez sur Internet, c'est affreux. Il faut sauver les petits. Surtout ce type de produits appétissants, qui augmentent l'appétit et tout, ces antihistaminiques, c'est je sais pas moi que vous prenez, que vous administrez, que vous donnez à vos enfants pour qu'ils gagnent du poids, pour qu'ils dorment. Il y a des mamans qui sont anormales. Excusez-moi, mais vraiment, être maman, c'est pas donné à tout le monde. La maman qui veut devenir médecin sans passer par la faculté de médecine, c'est une maman qui ose acheter un médicament très nocif pour la santé de son petit. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'elle veut sortir. Elle veut sortir. Elle donne un médicament un somnifère à son petit pour qu'il dorme. Et après, elle part. Ou bien, il y a des mamans qui peuvent... moi, j'ai déjà appris ça et ça m'a fait peur maintenant. Je vais le dire et vraiment, j'ai... So, that scared me low. Une maman qui ferme à clé la maison tout en laissant ses enfants à l'intérieur. Madame, vous avez peur de quoi? Vous avez peur que vos enfants soient kidnappés. Vos enfants peuvent très bien mourir étouffés, brûlés. Je ne comprends pas ce délire. On ne peut pas laisser les enfants tout seuls, de un, et on ne peut pas fermer la porte avec à clé et laisser les enfants coincés à l'intérieur. Ça a déjà eu lieu. Il y avait une petite qui est restée coincée et il y avait eu vraiment, je sais pas, un problème d'incendie ou je sais pas moi, et on pouvait pas sauver la petite. Donc ça fait de la peine. On ne laisse pas les mineurs ou les enfants à l'intérieur en fermant la porte. C'est catastrophique tout ça, c'est catastrophique. Ça montre pas que vous n'êtes pas une bonne maman, ça montre que vous êtes une personne qui souffre, qui est malade. Je laisse tout et je prends soin de mes enfants. Si je ne suis pas capable de tout laisser pour mes enfants, je ne me marie pas ou j'utilise un moyen de contraception très efficace. C'est pas donné à tout le monde. Donner des médicaments sans consultation médicale, c'est un crime. Je le dis et je le répète. Ne me dites pas ça souvent à la pharmacie, c'est pas votre affaire. Votre affaire, c'est de ne pas faire le travail de quelqu'un si vous n'avez pas appris à faire ce travail. Voilà. La règle partout dans le monde dit que un non-médecin ne peut pas mettre un diagnostic. Comment pouvez-vous mettre un diagnostic? Je ne parle pas de traitement. On n'est même pas encore arrivé au traitement. On parle de diagnostic. Stress. Mettre un diagnostic, ça veut dire que vous êtes un dieu. Vous savez tout. Moi, je me rappelle toujours de la parole d'un professeur qui nous a dit, ou de tous les professeurs, mais surtout un professeur, il m'a dit, le patient, il avait quoi? Je lui ai dit, il avait ceci, mais vous allez comprendre plus que moi. Je ne sais pas comment est-ce que je me suis exprimée, mais l'idée, c'est que je lui ai dit que l'idée, c'est que il va comprendre le cas meilleur que moi. Il m'a dit non. Si c'est toi qui as examiné le patient, c'est-à-dire que toi, tu le connais plus que moi. Et il m'a expliqué. Il m'a dit, viens, je vais t'expliquer une chose. Moi, je suis ton professeur.
j'ai plus d'expérience que toi. J'ai plus d'expérience que toi. J'ai traité plusieurs cas difficiles. Mais si tu as examiné le patient, c'est toi qui le connais. Tant que je ne l'ai pas examiné, je ne peux pas parler. Et je n'ai pas le droit de parler. Même si vous êtes une étudiante et je suis un professeur. Il m'a dit, rappelle-toi toujours de ça. Tant que je n'ai pas examiné ton patient, c'est toi qui le connais plus que moi. Je sais que lui, il savait très bien ce qu'il a, le patient. Mais il m'a passé un message très important, c'est de ne pas me mêler des affaires des confrères et des cancers et ne jamais mettre un diagnostic, mettre un diagnostic sans examiner le patient. Donc, puisque vous êtes des citoyens qui sont très loin de moi et vous êtes des abonnés, lorsque vous me posez des questions, je me rappelle toujours de ce qui m'a été dit par le professeur, c'est-à-dire, je n'ai pas le droit de parler. Quand on ne parle pas dans ces conditions, ça prouve qu'on est professionnel et qu'on est respectueux et qu'on respecte plusieurs choses. Le serment et plusieurs choses. Il faut être honnête. Il ne faut pas impressionner. Moi, dans mon cœur, je ne sens pas le besoin d'être impressionné par vous. Voilà pourquoi j'étais très libre et je le resterai toujours. Très bien, donc j'ai dit tout ce que j'ai pour servir les gens qui en auront besoin. Et je vous souhaite tout le bonheur. Si vous avez le plaisir, si vous avez le désir de devenir médecin, si vous êtes toujours jeune, déposez votre candidature pour un bac libre scientifique et essayez de bosser. Essayez d'avoir une très bonne note. C'est pas trop tard, hein. Si vous êtes toujours jeune, je pense que si vous n'êtes pas âgé de plus de 30 ans ou de 35 ans, vous avez toujours le droit de déposer votre candidature pour devenir des médecins. D'accord? Et après, vous allez encore une fois déposer votre candidature pour passer le concours de médecine. Il suffit d'avoir une bonne note pour passer le concours. Si vous voulez réussir le concours de médecine, achetez les concours précédents à la faculté de médecine. Et il y a comme une sorte de copie, centre-copie, on appelle ça comme ça, ou capicentre dans la faculté, et achetez les épreuves ou les concours précédents. Et en s'exerçant à résoudre ces problèmes et ces concours, vous pouvez très bien augmenter la probabilité de réussir votre concours de médecine et étudier la médecine. D'accord? C'est pas trop tard, hein. Si vous êtes toujours jeune, vous le faites. Et comme ça, vous allez réaliser votre rêve, vous allez vivre. C'est pas grave si vous obtenez votre diplôme de médecine à l'âge de 40 ans, ou à l'âge de 30 ans, ou à l'âge de 38 ans. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous avez voulu faire quelque chose et vous l'avez fait. Ne faites pas attention à ce que les gens vont dire, parce que les gens ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est votre cœur. D'accord? Ce qui est important, c'est votre passion. Votre passion est passionnée pour influencer et pour faire un bon travail. D'accord? Si votre amour est si important et si géant, si vous voulez, pour traiter et servir les gens, faites ça. Voilà. Bac libre, concours de médecine, étudiez la médecine et foncez. Il est où le problème? Vous n'allez pas gêner les médecins, vous n'allez gêner personne. D'accord? Ça sera plus respectueux de votre part que de faire le madame c'est tout ou monsieur c'est tout, parce que c'est honteux de voir des gens souffrir d'AVC ou d'ulcère gastrique, par exemple, juste parce que on a fait un essai clinique. Ça, on appelle ça un essai clinique. Vous n'avez pas le droit de faire un essai clinique. Ça se fait uniquement par les laboratoires, avec des pharmaciens, avec des médecins, avec des chercheurs. Quand on crée un produit pharmaceutique pour la première fois, on fait des essais cliniques, mais vraiment après avoir fait des essais in vitro. Je ne sais pas si vous avez compris, mais je souhaite de tout mon cœur que mes propos soient bien saisis avec de la bonne foi et de la bonne intention de la part des gens qui m'écoutent. Laissez la médecine tranquille. Parce que mettre un diagnostic, c'est un crime. Tant que vous n'êtes pas
des médecins tant que vous n'avez pas consulté votre patient, vous n'avez pas examiné votre patient. Voilà. Donc je vous libère dans la beauté, dans la lumière. Je vous envoie l'énergie de la lumière, l'énergie de la gentillesse, l'énergie du calme, l'énergie de la propreté d'esprit. Cordialement, Dr Asma Amdoni. Pour les consultations à distance, il suffit de prendre votre rendez-vous sur www.docexpress.ma. Vous faites l'inscription et vous demandez votre rendez-vous. Après, on vous communique la procédure par mail. Très bonne soirée.